avec nous pour ce club Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour Ariane. Merci d'être là, directeur général opinion de l'IFOP. Valérie Lecap. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci également d'être avec nous, éditorialiste politique pour le journal.fo. On va parler avec vous des suites politiques de l'élection de Bruno Retailleau à la tête des LR. Frédéric, vous nous révélerez ce sondage sur les intentions de vote à la présidentielle. Il va faire beaucoup de bruit, à n'en pas douter. On va en parler dans quelques instants. On tease un peu, c'est plutôt bon pour Bruno Retailleau. C'est plutôt. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Et puis on reviendra sur ce rapport choc des frères musulmans, conseil de défense. Aujourd'hui, Steve, vous nous direz ce qu'on sait de ce rapport. Oui, il y a un risque frériste en France, selon ce rapport. Je vous en dis plus dans quelques instants. On en parle effectivement dans quelques instants. D'abord, c'est l'heure de l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Niort où on retrouve Baptiste Bise. Bonjour Baptiste, merci d'être là, directeur départemental de la Nouvelle République dans les Deux-Sèvres. Baptiste, vous allez nous parler d'une langue régionale peu connue. Ouais, et tout d'abord, je vais vous poser une question très franchement. Oriane, est-ce que vous aviez déjà entendu parler du Poitevin Saintongeais avant ce matin? Très franchement, non. Bon, je vous en veux pas. En Nouvelle-Aquitaine, le basque et l'occitan... Il y a le basque et l'occitan en Nouvelle-Aquitaine, mais ce ne sont pas les seules langues régionales. Dans le Poitou et dans les Charentes, on parle le Poitevin Saintongeais. Enfin, je devrais plutôt parler à l'imparfait parce qu'on ne le parle plus beaucoup, vous allez voir. Enfin, je vous en veux donc pas de ne pas connaître cette langue, que l'on appelle aussi le parlange dans le Poitou. C'est vrai que l'identité régionale, elle est moins forte par ici que dans d'autres territoires. Le Poitou est une terre de modération, les habitants sont souvent très humbles. Alors, je veux fâcher personne, mais disons qu'on n'est pas en Bretagne, ni en Alsace, ni en Corse. On trouve donc les locuteurs de cette langue entre la Loire et la Gironde, le long de la façade atlantique. Le Poitevin était parlé dans le Poitou, c'est-à-dire dans les Deux-Sèvres, la Vienne, la Vendée, mais aussi jusqu'à La Rochelle. Et puis le Saintongeais était parlé en Saintonge, dans le sud de la Charente-Maritime, donc dans l'ouest de la Charente, du côté de Cognac, d'Angoulême, et puis dans le nord de la Gironde. En réalité, le Poitevin et le Saintongeais forment une même langue. C'est une langue d'oïl qui est très proche du français. Je ne vais pas me risquer à vous faire une démonstration ce matin, parce que moi-même, je ne suis pas poitevin d'origine, mais je vous invite à aller voir les vidéos du conteur Yannick Jolin sur Internet. L'artiste vendéen se produit régulièrement sur scène en parlange, sa langue maternelle, et il a réalisé une série de courtes vidéos très drôles pour présenter des mots de Poitevin Saintongeais. Et si vous nous parlez de cette langue ce matin, Baptiste, c'est parce qu'elle est menacée. Je vous l'ai dit, elle est très peu parlée aujourd'hui, principalement en milieu rural et par des personnes âgées, mais elle était jusqu'à présent toujours enseignée à l'université de Poitiers. Après 6 ans d'interruption, l'enseignement des langues et des cultures régionales avait été réintroduit à l'université avec le Poitevin Saintongeais et l'occitan. Il est proposé à tous les étudiants en 2e année de licence et depuis 2023, un diplôme universitaire permet d'acquérir connaissances et compétences sur 2 ans. Alors ça, c'est encouragé par un réseau de structures et d'associations de défense de la culture régionale en Poitou-Charentes. Et l'enseignement du Poitevin Saintongeais a tiré encore une 50aine d'étudiants jusqu'en 2023-2024. Faute de candidats suffisants, les 3 voies d'apprentissage proposées à Poitiers n'ont toutefois pas été reconduites cette année, 24-25. C'est l'objet de l'article signé par mon confrère Édouard Daniel dans les éditions de la Nouvelle République des Deux-Sèvres et de la Vienne. Comment expliquer ce manque d'intérêt pour les langues régionales? On a une maîtresse de conférence au département de sciences du langage de l'Université de Poitiers, Marianne Vergès-Couré, que l'on a interrogée, et qui invoque la baisse démographique de la population étudiante. Mais bon, c'est pas la seule et c'est pas la principale. Il y a la richesse de l'offre pédagogique en langue, la concurrence de l'anglais, avec des masters qui imposent aux étudiants d'avoir un certain niveau en anglais. Il faut pas se tromper, il y a quand même un vrai désintérêt pour la langue régionale. La linguiste nous dit que on n'a pas non plus d'école immersive, qu'on n'a pas de filière bilingue, ni d'enseignement au collège ou au lycée, comme c'est le cas pour le breton, pour le basque ou pour l'occitan. Elle défend l'apprentissage de cette langue régionale à Poitiers. Et pour ce faire, elle cite Yannick Jolin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le conteur, pour qui connaître une langue autochtone, c'est mieux comprendre son environnement, revendiquer son identité et résister à l'uniformisation. Alors, l'Université de Poitiers, elle et ses collègues espèrent un sursaut des inscriptions d'ici novembre 2025. Merci beaucoup. Merci Baptiste d'avoir été avec nous. La une de la Nouvelle République, Génération Covid. 5 ans après, merci beaucoup pour ce sujet. Vous parlez le Poitevin Saintongeais, Steve. Bien sûr, et le Corse, très bien. Voilà. Merci. Je sais que je peux compter sur vous. Allez, on va passer à l'actualité. L'actualité, c'est ce Conseil de défense aujourd'hui qui parlera de ce rapport qui est remis
remis sur les frères musulmans. Steve, conseil de défense consacré donc à l'islam politique, et la discussion, elle va s'appuyer sur un rapport exclusif qui a été remis à l'exécutif concernant les frères musulmans. C'est un travail gigantesque, Oriane, réalisé par un préfet et un ambassadeur avec la contribution du réseau diplomatique de la France. Le rapport avait été commandé il y a 1 an par 3 ministères. Il a été remis à l'automne au gouvernement, mais il était jusque-là resté confidentiel. Il se fonde sur des notes des services des renseignements intérieurs. Des dizaines d'universitaires français et étrangers ont été entendus. Des rencontres ont été organisées avec des responsables musulmans. Objectif, mesurer l'ampleur de la pénétration de l'islam politique dans notre pays. La conclusion, elle est sans appel. Le rapport dénonce un risque frériste en France, frériste du nom de la confrérie des frères musulmans fondée il y a un siècle par le prédicateur Hassan al-Banna en Égypte. C'est un projet politique qui prône la diffusion dans toutes les couches de la société d'un islam conservateur et l'application de la charia. Et le rapport donne des chiffres. La mécanique frériste passe, selon les auteurs, par 3 biais. Réislamisation, séparatisme et parfois même subversion. L'objectif est de déstabiliser la République. Le rapport donne des chiffres très précis. Il y aurait aujourd'hui en France 139 lieux de culte affiliés à la mouvance des frères musulmans. Ça représente 7% des 2800 lieux de culte répertoriés dans l'Hexagone. 280 associations seraient liées aux frères musulmans ainsi que 21 établissements scolaires. Oriane. Quelles sont les recommandations de ce rapport? Il constate déjà que la loi séparatisme de 2021 n'a pas eu les effets escomptés en raison, je cite, de la difficulté à démêler ce qui relève de visée subversive d'un prosélytisme normal. On touche là peut-être à l'ambiguïté du projet politique des frères musulmans. Les auteurs dénoncent par ailleurs, je cite, l'efficacité parfois limitée des outils de droit commun qui sont mobilisés. Ils préconisent la remise par les services de renseignement d'un rapport annuel au Parlement sur l'état des menaces pesant sur la sécurité nationale. Hier, au micro de Public Sénat, Bruno Retailleau résumait les choses ainsi. Dans ce rapport, il est établi que clairement, cet entrisme islamiste est une menace désormais à la fois pour la République, pour nos principes républicains, mais aussi pour notre cohésion nationale. Quelle suite donner à ce rapport, Oriane? Ce sera à Emmanuel Macron de trancher à l'occasion de ce conseil de défense qui sera organisé à l'Élysée aujourd'hui. Merci beaucoup, Steve. Effectivement, rapport dont on en saura plus dans la journée, mais rapport qui fait déjà beaucoup de bruit. Valérie. Écoutez, Bruno Retailleau, il a quelque chose de clair, c'est qu'il est d'une droite décomplexée qui dit les choses. C'est-à-dire que les anciens vous diront, les frères musulmans, ça fait quoi, 20 ans qu'on en parle, ça fait 25 ans qu'on en parle. Il y a une chaîne qui consacre beaucoup de temps, une autre chaîne du paysage audiovisuel actuel. Et donc, j'ai plus envie de dire que la rupture ou la révolution à laquelle on assiste maintenant, c'est d'assumer les choses plutôt que de les découvrir. Vous avez cité beaucoup de chiffres, Steve, il y en a un autre. Les frères musulmans, c'est 1000 personnes en France. Et on se dit, comment est-ce que 1000 personnes arrivent à avoir autant d'influence? Eh bien, pourquoi? Parce qu'ils pénètrent dans les écoles, ils pénètrent dans les mosquées, ils pénètrent dans le sport, ils pénètrent dans la culture. Donc, ils pénètrent dans tout un tas d'endroits où ils peuvent toucher les gens. Alors, c'est ça la difficulté de l'histoire, c'est que c'est de l'infiltration, en fait. C'est pas tangible, c'est pas des choses répréhensibles, c'est pas du terrorisme, c'est de l'infiltration, c'est de raconter des idées. Alors, il y a ces fameux influenceurs qui existent et qui reprennent pas mal de leurs sujets et qui font peur et qu'on essaie de contrôler. Donc maintenant, la grande curiosité, ce conseil de défense, c'est très solennel. C'est pas un conseil des ministres. Pourquoi? Parce qu'il y a les services de renseignement, comme vous avez dit, qui ont travaillé sur le sujet, parce que ça dépend du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous proposer pour mettre fin à cette situation? Vous l'avez dit timidement, qui veut introduire la charia en France, c'est pas rien. Donc, faire appliquer vraiment la charia en France, c'est pas rien. Donc maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et c'est la première fois que le débat est pris de cette manière, Frédéric. C'est-à-dire que le rapport est rendu public, c'est le choix qu'a fait l'exécutif avec un conseil de défense. Qu'est-ce que ça peut changer dans l'opinion? Déjà, la question des termes du débat se pose, vous avez raison, frères musulmans. Il y a quelques années, j'avais posé une question ouverte à un échantillon de Français. Qu'est-ce que ça recouvre? Question ouverte, il n'y a pas de réponse. On ne peut pas dire que des réponses orientent les réponses. Clairement, les gens ne savaient pas ce que ça recouvrait. Mais
il y a un halo d'inquiétude autour. L'enquête IFOP Agir Ensemble sur l'islamisme montrait l'inquiétude des Français, montrait le sentiment, ce que vous avez dit, Valérie, d'expansion de l'islamisme dans le monde du sport, à l'hôpital, à l'école et surtout à l'université. Les Français font le lien aussi entre terrorisme et islamisme. Pour autant, et c'est plutôt encourageant, clairement, les Français opèrent une distinction très nette entre islam et pratiquer la religion musulmane et islamisme. Quand dans cette enquête, il faut agir ensemble, on proposait toute une série de petites scénettes, de petits faits, et on demandait est-ce que ça relève de l'islam ou de l'islamisme. Tout ce qui relevait de la pratique de l'islam était de l'islam. Par contre, voiler les petites filles, et on est au lendemain de l'annonce de Gabriel Attal sur son projet d'interdiction du voile pour les mineurs de moins de 15 ans, était vu comme... Même ce matin dans Parisien. Était vu comme de l'islamisme. Donc l'opinion est au fait des choses, n'est pas dans une logique de confusion et d'assimilation, mais clairement, ce rapport ne manquera pas d'inquiéter parce que beaucoup de Français se sentent comme une citadelle assiégée face à cette montée de l'islamisme. Et ça lance effectivement le débat politique sur ce sujet. Frédéric l'évoquait, Gabriel Attal ce matin dans Le Parisien fait des propositions choc. Notamment, il y a cette question d'interdire le voile pour les jeunes filles de moins de 15 ans, mais il y a aussi la création d'un délit de contrainte au port du voile pour les parents qui obligeraient leurs filles mineures à porter le voile. Il se positionne clairement dans le débat sur une ligne très dure, Gabriel Attal. Gabriel Attal, il n'a pas attendu la publication de ce rapport, puisque c'est lui qui avait déjà interdit l'abaya quand il était ministre de l'Éducation nationale. Cette histoire de sanctionner les parents, ok, encore faut-il les trouver, les parents, mais bon, on verra si c'est quelque chose de réalisable. Les conclusions de tout ça, enfin les enseignements de tout ça, c'est qu'il y a une prise de conscience assumée maintenant, c'est-à-dire sur l'échiquier à droite, Julien Audoul qui était assis, je ne sais pas si c'était à ma place ou à celle-là, il y a quelques instants, dit, on vous l'avait dit, etc. D'ailleurs, ils sont bien embêtés maintenant parce qu'ils ne savent plus que proposer de plus que ce qu'on nous propose déjà, ce qui quand même pose question. Il faut quand même s'interroger sur cette... Oui, il y a une inquiétude, il ne faut pas non plus stigmatiser complètement, parler que de ça toute la journée ou prévoir s'en servir. On sait que Bruno Retailleau a dit qu'il ne voulait pas du voile lors d'une discussion récente où est également Manuel Valls au gouvernement. Donc tout ça crée une espèce d'ambiance. Je ne sais pas si on va reparler ou pas d'islamophobie d'atmosphère, parce que c'est un peu comme on parlait d'antisémitisme d'atmosphère. Donc oui, il y a un sujet, oui, il est grave, oui, il est important. Après, on va voir si ça justifie l'échelle de perroquet des sanctions des uns et des autres et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Mais justement, en termes de solutions, on avait posé la question lors du grand jury à Bruno Retailleau, est-ce qu'on peut interdire les frères musulmans ? Très clairement, il nous avait répondu que non, ce n'est pas possible, parce qu'effectivement, on parle d'association, on parle d'une organisation qui n'a pas pignon sur rue, contrairement à dans d'autres pays où c'est interdit, en Jordanie, en Égypte, dans d'autres pays, sous sa date. Pays arabes. Ouais. Oui, mais ça, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Les Égyptiens... Non, mais c'est vrai, les Égyptiens, ils ont vécu le printemps arabe. C'est devenu trop islamiste pour eux, pour la majorité des Égyptiens. Sisi est revenu au pouvoir. Et ils ont fait quoi ? Ils les ont emprisonnés, les gens. C'est aussi simple que ça. Nous, on est dans une démocratie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le droit commun de notre démocratie ne permet pas ce genre C'est ce que dit le rapport, ouais. C'est ce que dit la timidité des outils employés. Exactement, c'est ce que dit... parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de délit objectif, en fait, en réalité. Oui, mais... Et dans des pays comme l'Égypte, ils considèrent que se protéger d'un islamisme politique justifie tout. La fin justifie les moyens. En France, ce n'est pas le cas. Oui, mais du côté de l'opinion publique, il y a clairement une pression de parfois sortir du cadre réglementaire. Je me souviens toute une série d'enquêtes faites après les attentats de 2015-2016 et encore maintenant dire que oui, on est prêt à restreindre une partie de ces libertés face à un danger jugé mortel pour le pays. J'ai envie de dire, Dieu merci, depuis des années, il n'y a pas eu d'attentats massifs en France, mais quand on regarde la hiérarchie des préoccupations des Français, la lutte contre le terrorisme est
clairement. Pourquoi je dis ça? Quand on parle de terrorisme chez les Français, clairement, ils parlent immédiatement et encore une fois dans un discours spontané, non orienté par des questions de sondage de terrorisme islamiste. On est prêt à faire tout pour mettre fin à ce qui est vu comme un fléau. Tout ce qui se passe sur l'insécurité qui n'a jamais été aussi fort dans la hiérarchie des préoccupations des Français depuis 2002, avant le 21 avril, c'est bien sûr la délinquance, c'est bien sûr le narcotrafic, c'est aussi cette épée de Damoclès liée au terrorisme islamiste. Donc les frères musulmans, ça reste quelque chose de peu connu chez les Français, mais clairement il y a une envie d'action et surtout ne pas être dans le déni, avec les discours qu'on a pu entendre hier soir sur certains médias en disant ça va stigmatiser l'ensemble de la population musulmane en les confusionnant, en les assimilant à l'islamisme. Oui, mais là on rentre dans le débat sur l'état de droit. Bien sûr. Et donc, l'état de droit, c'est l'état français, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est important aussi de ne pas dévier. Parce qu'on n'est pas, la parole des Français, hein, c'est pas une opinion vous faites personnelle. le lien entre les frères musulmans et le terrorisme, vous avez raison, parce que c'est quelque chose qui peut venir. Entre l'islamisme et le terrorisme. Mais les frères musulmans ne pratiquent pas le terrorisme. Ils pratiquent l'infiltration. C'est tout à fait différent. On va passer au second thème de ce club. On va parler des suites politiques de l'élection. Bruno Retailleau à la tête des LR. Dans quelques instants, on va voir votre sondage, Frédéric. Mais d'abord, on va écouter Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui ne parle des ambitions de Bruno Retailleau pour l'Élysée. Nos électeurs se disent aujourd'hui, il y a la possibilité de compter à nouveau. Que les idées de droite puissent permettre de rassembler. Parce que l'enjeu est là. Ce n'est pas seulement de rassembler les adhérents de LR, c'est de rassembler l'ensemble des Français. Ouais. Les Français, vous savez, ils sont attachés à quoi? Ils sont attachés à la fois à l'ordre, la sécurité. Ils sont aussi attachés au travail, permettre à ceux qui travaillent de gagner leur vie. Ce sont des valeurs que nous portons. Du Qatar. Est-ce que, avec ce large score, Frédéric, c'est la porte de l'Élysée qui s'ouvre pour Bruno Retailleau? On va le voir. On va peut-être regarder maintenant votre sondage, puisque vous avez sondé pour le Figaro. Et Sud Radio. Et Sud Radio, les intentions de vote à la présidentielle après l'élection de Bruno Retailleau. Et on le voit, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Bruno Retailleau. Très clairement, il y a un effet de désignation, puisqu'on compare par rapport à une enquête IFOP JDD faite à la fin du mois de mars, à la veille du verdict concernant Marine Le Pen. Le potentiel électoral en faveur de Bruno Retailleau passe de 11 à 16%. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un candidat LR à ce niveau-là. Laurent Wauquiez était entre 4 et 5% avant la bataille interne. Et c'est intéressant de voir que... Et même Bruno Retailleau était plus bas. Était bien sûr plus bas. Il est monté à 9 ou 10 ou 11 dans l'enquête IFOP pour Hexagone. Ce qui est intéressant, c'est le rapport de force avec Édouard Philippe, toujours stable avec 21%. Mais 21-16, quand on se souvient du rapport de force Macron-Pécresse de 2022, c'était 7 fois plus. 28 contre 4-5 pour Valérie Pécresse. Et c'est intéressant de voir à quel point Bruno Retailleau est attrape-tout dans les franges de la droite et de la droite extrême. Il fait reculer Marine Le Pen de 3 points, qui passe de 34 à 31. C'est peut-être aussi un effet de son empêchement possible. On avait vu dans une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro et Sud Radio que le pronostic qu'elle soit candidate perdait 21 points en à peine 2 mois, moins 2 pour Zemmour, moins 1 pour Nicolas Dupont-Aignan. Et c'est vrai que 16%, il y a peut-être 21-16, il y a peut-être une bataille entre le bloc central et LR, alors qu'on disait il y a encore quelques semaines, il faudra un candidat unique du socle commun. On voit à quel point cet effet désignation change la donne. Mais juste, pardon Frédéric, parce que vous avez testé les deux hypothèses. Vous avez testé l'hypothèse Le Pen et l'hypothèse Bardella. Ils font exactement le même score. C'est très intéressant. Ça veut dire que Bruno Retailleau, c'est pas seulement l'empêchement de Marine Le Pen, il fait reculer le candidat RN, quel qu'il soit. Exactement, 31, c'est la première fois qu'ils sont exactement au même niveau. Alors, je dirais que c'est 2 éléments. Ce que vous venez de dire, Oriane, c'est-à-dire Bruno Retailleau qui occupe plus l'espace central et de droite dure et hygiène. Il prend 7 à 8% d'électeurs Marine Le Pen 2022. Il prend 25% de l'électorat d'Emmanuel Macron. Il prend une majorité d'électorat Pécresse et d'électorat Bellamy des élections européennes. Mais également, 31-31, ça montre à quel point l'électeur RN aujourd'hui n'a pas fait son choix et garde comme principal levier du vote frontiste ce que j'appelle l'alternative. C'est tous les propos de Français qui nous disent « c'est le tour du RN, on a essayé les autres, ils n'ont jamais été essayés, ils ne feront pas pire que les autres ». Et c'est vrai que pour l'instant, on voit à quel point il n'y a pas d'avantage Bardella comme si les électeurs RN acquis au potentiel avaient fermé la parenthèse Le Pen. Et il n'y a pas
de mouvement de sympathie pour Marine Le Pen qui serait nettement devant Jordan Bardella. Ça veut dire juste que parce qu'on dit souvent la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. En fait, pour les électeurs du RN, ils votent l'étiquette RN. Pour l'instant, on est sur l'étiquette RN, on est sur cette notion d'alternative, on est sur ceux qu'on n'a jamais essayé. C'est du verbatim qu'on a très très souvent. Quand on leur dit « mais le RN ruinerait la France », les électeurs nous disent « mais la France est déjà ruinée ». Quand on leur dit « le RN c'est le désordre », mais le désordre sur la question insécuritaire est déjà là. En tout cas, il y a un vrai effet désignation. Prudence cependant, j'ai souvenir d'enquête IFOP fiduciale fin 2016 où après sa victoire à la primaire, François Fillon passait de 22 à 29. J'ai souvenir d'une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro et LCI où on était après la victoire de Valérie Pécresse, elle gagnait 6 ou 7 points, ça avait retombé. On est quand même à 23 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Les Français, il y a un côté artificiel, ne sont pas dans cette élection, mais on voit à quel point déjà on a peut-être une amorce de match entre Bloc Central et LR. Et oublions les sondages, on voit dans toutes les élections partielles, LR, rasséréné. C'est la ligne, Retailleau, qui l'a emporté sur la ligne Wauquiez, celle de participer au gouvernement, parce que pour l'électorat de droite, et Xavier Bertrand l'a bien dit, il y a une certaine fierté à être de nouveau aux commandes. On est quand même en 2027, ça fera 15 ans que la droite a quitté le pouvoir à l'échelle nationale. Il y a un véritable effet Retailleau au-delà des adhérents des LR, Valérie. Ce qui est intéressant, c'est que Bruno Retailleau applique une stratégie inspirée de celle de Nicolas Sarkozy en 2005, avant l'élection présidentielle de 2007. D'ailleurs, on a vu Nicolas Sarkozy réapparaître hier à ses côtés. On n'avait pas vu depuis très longtemps et certainement, on ne l'a jamais vu, par exemple, à côté de Valérie Pécresse ou ce genre de personnalité-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement deux choses. Un, on participe au gouvernement et comme ministre de l'Intérieur et on profite de l'action qui est menée au ministère de l'Intérieur pour asseoir sa popularité. Donc cette stratégie-là a extrêmement bien fonctionné pour Bruno Retailleau. Et deuxièmement, on prend la tête du parti parce qu'on en fait une arme de guerre pour la présidentielle. Alors c'est là où les choses sont peut-être plus compliquées qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy pour plusieurs raisons. D'abord, Bruno Retailleau est au sein d'un gouvernement où les LR ne doivent pas être majoritaires normalement. Le bloc central, il n'est pas du bloc central, il est LR. Le bloc central commence à rechigner très sérieusement. Gabriel Attal n'est pas content. Les macronistes se demandent un petit peu ce qui est en train de se passer, pourquoi la politique est en train d'aller autant sur la droite et autant personnalisée au travers de Bruno Retailleau. Donc ça, c'est un premier écueil. La deuxième chose, c'est que Nicolas Sarkozy avait une extrêmement grande expérience c'était l'UMP à l'époque, que n'a pas Bruno Retailleau aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va se retrouver novice à constituer ce parti. Alors certes, il a nommé Michel Barnier, il a nommé François-Xavier Bellamy, mais on voit bien, et l'intervention de Xavier Bertrand ce matin en est la première illustration, que Xavier Bertrand, il ne dit pas Bruno Retailleau a un potentiel, il dit LR a un potentiel. Donc ça va être le retour des caciques de LR qui se voient tous présidentiables, que ce soit Barnier, Bertrand et les autres. Barnier aussi, peut-être. Peut-être Barnier aussi. Oui. C'est ce que j'ai dit, Barnier, oui. Exactement. Donc, alors qu'il l'a nommé président du Conseil national, quand même. C'est un poste extrêmement stratégique et important. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'il joue avec tout ça. Et il va lui falloir 3 journées par jour pour gérer toute cette histoire. Et il va y avoir de sérieuses oppositions face à lui. Je voudrais juste rajouter un mot, parce qu'il y a une autre campagne pour un parti politique en ce moment, mais qu'on a complètement oubliée et qui passe complètement à l'as. C'est celle pour le congrès du Parti social. On va parler de la gauche, mais juste pour terminer sur la question du bloc central, parce qu'il est intéressant aussi ce sondage à gauche, mais juste pour terminer sur la question du bloc central et du rapport de force désormais entre LR et bloc central. Il y a une phrase hier de Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, mais qui est membre des LR, qui a fait beaucoup de bruit. La question, c'est pas, on va la voir, la question, c'est pas d'être opposant au macronisme. Le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent avec la fin du 2e quinquennat du président Macron. Ça a fait beaucoup, évidemment, réagir dans le bloc central. On va écouter une de ses réactions. C'est celle d'Arnaud Robinet. Il est membre d'Horizon, parti d'Édouard Philippe. Il était l'invité ce matin de TF1.
Je pense que c'est une phrase malheureuse de la part d'un membre du gouvernement. Ce qui est clair, c'est que le président Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Après, savoir ce qu'est le macronisme... Mais est-ce qu'Édouard Philippe, par exemple, en 2027, prétend incarner le macronisme? C'est très clair. Édouard Philippe ne sera pas le successeur d'Emmanuel Macron. Ce sont deux personnalités différentes, aujourd'hui avec deux visions différentes. Voilà, il y a une volonté de tourner... Alors Sophie Primas, elle est un peu revenue sur ses propos. Oui, bien sûr. Il y a une volonté de tourner la page du macronisme. Est-ce que du coup, ça va changer les équilibres au sein du bloc central? Est-ce que Gabriel Attal, Édouard Philippe vont devoir se droitiser? Non, mais on va se parler franchement. Il y a un contexte général avant une élection présidentielle de renouvellement où le président sortant ne peut pas se représenter ou ne veut pas se représenter. 95, François Mitterrand. 2007, Jacques Chirac. Les impétrants, même ceux de son camp, ne se réclament jamais comme le successeur. Lionel Jospin avait parlé de droit d'inventaire, pas la peine de parler des relations Sarkozy-Chirac entre 2002 et 2007. Et donc, dans ce cadre-là, Édouard Philippe, qui a quitté le gouvernement en juillet 2020, donc il a eu le temps de se déscotcher du macronisme. Gabriel Attal vont être dans une logique, non pas de rupture, mais de nouvelle page, de nouvelle ère, donc ils ne se réclameront pas d'Emmanuel Macron. La différence quand même par rapport à 95 et à 2007, où et François Mitterrand et Jacques Chirac avaient été extrêmement silencieux pendant la campagne et l'après-campagne, c'est que Emmanuel Macron ne sera pas le canard boiteux. Compte tenu des tensions internationales, compte tenu de son rôle très central sur ces questions-là, il sera sans doute, il pourrait être, imaginons une crise ou même pas la peine d'aller jusqu'à une crise internationale grave, sera toujours au centre du jeu et les candidats du bloc central, voire celui ou celle de LR, devra aussi se déterminer. Mais clairement, on ne se dit jamais héritier du président, de son prédécesseur éventuel qui ne se représente pas. Mais ce qui est intéressant dans la situation actuelle, c'est qu'on n'a pas parlé du score d'Édouard Philippe, mais il est à 21-22% aux alentours de ça. Donc il reste effectivement, si vous en avez parlé, mais l'écart se réduit. Or, il y a quand même un consensus de toute la classe politique de dire si le bloc central LR, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement au gouvernement, veulent être au deuxième tour, au second tour, face à Marine Le Pen, il faut qu'il n'y en ait qu'un candidat. Et la montée en puissance de Bruno Retailleau complique le jeu, parce que déjà, Édouard Philippe, c'est plutôt le bloc macroniste, alors que Retailleau, c'est plutôt LR. D'ailleurs, Bayrou et Philippe s'entendent pas trop bien. Avec Macron, c'est un peu compliqué aussi. Donc, si vous voulez, qui va avoir la légitimité d'être le seul? Est-ce que c'est possible de faire une primaire entre des gens qui ne sont pas du même parti? Édouard Philippe, il vous répond non. Il dit, moi, je ne vais pas aller faire une primaire avec LR alors que je suis du bloc central. Ça n'a pas de sens. Donc, ça complique le jeu, ça complique la lisibilité, en fait, de cette prochaine présidentielle. Oui, ce que dit Valérie est juste, mais il ne faut pas oublier que dans une campagne présidentielle, il y a ce qu'on appelle des dynamiques. Et il ne faut pas être sur le mantra de l'union à tout prix. Il y a des exemples historiques extrêmement spectaculaires. 74, la gauche extrêmement unie avec un seul candidat, je m'arrête Laguillet de côté, François Mitterrand, la gauche perd. 81, il y a 4, 5, voire 6 candidats de sensibilité de gauche et François Mitterrand gagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je partage votre point de vue, Valérie, on n'imagine pas une primaire LR, bloc central, beaucoup la refusent. Et puis quand même, l'électeur de droite, il est quand même assez traumatisé par la période 2016-2017. Ça se jouera peut-être au sondage, ça se jouera à la dynamique et ça se jouera aussi sur une question. Participer ou pas au gouvernement. D'un côté, il y a la ligne Retailleau-Darmanin, essayer de changer la vie, transformer le réel en restant au gouvernement. De l'autre, il y a une ligne très ancienne, Édouard Philippe et maintenant Gabriel Attal, d'être en dehors du gouvernement pour pouvoir prendre du recul et peser et créer les conditions d'être une alternative. On va dire un mot de la situation à gauche. Valérie le rappelait, il y a un congrès du Parti socialiste à la mi-juin. Il y a un premier vote dès la semaine prochaine d'ailleurs. Et on le voit dans votre sondage, Frédéric, qui a toujours... pour la présidentielle, en tout cas, un énorme avantage à Jean-Luc Mélenchon. Il est extrêmement net. Alors, dans cette offre électorale, nous avons testé les chefs de parti à gauche, à savoir Fabien Roussel, Marine Tondelier et Olivier Faure. À la différence d'autres sondages où nous testions Raphaël Glucksmann, qui était plus dans un mouchoir de poche avec Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est vrai que 13%, c'est un socle de départ extrêmement important, supérieur à ce qu'avait Jean-Luc Mélenchon en 2020-2021. Alors, il n'y a pas non plus une homothétie parfaite. C'est pas parce qu'il est plus haut que son score de 2020 ou 2021 que
irrémédiablement, il connaîtra une dynamique comme en 2017 et 2022. Mais c'est un score important et très clairement, s'il reste, malgré une image dégradée, l'homme fort à gauche, même si avec ce rapport de force, la gauche est en risque d'être pour la 4e fois dans la situation de connaître un 21 avril. Je vais contester un petit peu votre sondage, mais vous le savez parce qu'on en a parlé avant. Ils ont testé dans le sondage qui sort ce matin Fabien Roussel, Marine Tondelier et Olivier Faure pour les socialistes. Donc ça fait 2-3-4%. Enfin bon, c'est des chiffres extrêmement bas. Dans le sondage précédent que vous aviez fait pour Hexagone, c'est exactement vous aussi qui l'avez fait. Il était intéressant parce qu'en cas de candidature, de non-candidature communiste et écologiste, qui est tout à fait probable en réalité, Raphaël Glucksmann était devant Jean-Luc Mélenchon. 14-13 de mémoire, ouais. Il était à 14, alors que 13-14, ouais. À 14, alors que Mélenchon restait à 10. Il ne profitait pas. Mais on testait aussi François Ruffin, d'où le score plus bas de Mélenchon. Non, je vous dis en cas de non, s'ils étaient en duel. D'accord, c'est vrai. En cas de duel, j'ai beaucoup travaillé sur votre précédent sondage. Mais Valérie, n'oublions pas. Aussi bien que vous. Et donc... J'en suis très content, mais n'oublions pas que quand l'offre électorale n'est pas connue, toutes les configurations sont possibles et on en fera énormément. Mais en cas de duel uniquement d'un Raphaël Glucksmann, qui est quand même un peu plus connu qu'Olivier Faure, Mélenchon arrive 3 points derrière Glucksmann. Cela dit, il est exact, et c'est ce qui sort de votre sondage, que le dirigeant actuel du Parti socialiste n'est qu'à 4,5%, et ça met en lumière une certaine atonie de la campagne, parce qu'il y a un congrès dans pas longtemps. Hein, c'est l'élection du futur premier secrétaire, c'est le 5 juin, c'est dans 2 semaines. Et je constate qu'on parle beaucoup moins de la campagne pour l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste que pour celle de LR. Alors des questions se posent. Est-ce que c'est parce que le match de la dernière fois se refait le même? Est-ce que c'est parce que l'incarnation des hommes n'est pas aussi évidente que celle d'un Retailleau ou même d'un Wauquiez qui a perdu mais qui a mobilisé l'attention assez longtemps, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où le deuxième tour, c'est que des gens de droite et de droite finalement, et qu'il n'y ait absolument personne à gauche. Merci à tous les deux. Merci, on va rester avec nous évidemment, on regarde ce qu'elle a une de la presse régionale. Et Steve, à la une ce matin, les pluies extrêmement intenses dans le Var. Oui, déluge meurtrier, titre Var Matin aujourd'hui. Des pluies intenses et de très violents orages ont provoqué hier une brusque montée des eaux dans le département. 3 personnes sont mortes, dont un couple d'octogénaires. Il s'agit d'habitants de la commune du Lavandou. Le maire de la ville parle de véritables scènes de guerre. Au total, 50 personnes ont été secourues par les pompiers. Emmanuel Macron a adressé ses condoléances aux sinistrés. La Cour des comptes rend sa copie sur les écoles primaires. Niveau des élèves trop faibles, inégalité de plus en plus forte. La Cour des comptes dresse un constat d'échec sur la politique publique en matière d'enseignement primaire. Ça fait la une des dernières nouvelles d'Alsace. Le rapport des sages parle d'un déclin des performances scolaires des élèves vis-à-vis des voisins européens, ce qui expliquerait ces mauvais résultats selon la Cour des comptes. Oriane, ça serait l'organisation de l'enseignement très en décalage avec les besoins de l'enfant. Le spectacle du 14 juillet à Rouen n'aura pas lieu ? En tout cas, pas celui qui était envisagé à l'origine. Le projet artistique imaginé par Thomas Joly, vous savez, le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des JO, eh bien, ne verra pas le jour. Paris-Normandie en fait sa une aujourd'hui. En cause une insuffisance de financement privé. Thomas Joly dénonce aussi un discours de haine ces derniers jours à son égard, alors que plusieurs élus d'opposition s'étaient plaints d'un coût de la manifestation jugé trop élevé. Allez, on termine par du foot. Comboiré, c'est fini ? Le FC Nantes se sépare de son entraîneur après une saison terminée à la 13e place. La direction du club a décidé de remercier Antoine Camboiré hier. C'est à la une de Presse Océan. C'est la 2e fois en 2 ans que le club se sépare de Camboiré depuis la reprise du club en 2017. Nantes a connu pas moins de 17 coachs différents. L'OM, c'est un peu moins, mais c'est pas mal non plus ces dernières années. Bon, puis on a fini mieux classé, vous noterez. Et vous avez fini cette année mieux classé. Ça se passe un peu mieux. Ça va. Merci beaucoup. Merci Steve d'avoir été avec nous. Merci Valérie Lecap. Merci Frédéric Dabi. Merci à tous de nous avoir suivis. À 15h, vous suivrez la séance de questions d'actualité au gouvernement en direct du Sénat. Très bonne journée, à demain.